Jeudi 10 avril 2025, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Bonsoir à toutes et à tous. Dans les actualités de ce jour, une rencontre entre le gouvernement malgache et la mission de supervision du Fonds monétaire international a eu lieu aujourd'hui au Palais d'État d'Iavlou. Les discussions portaient sur l'examen des projets financés dans le cadre de la FEC et de la FRD. Le déblocage de la prochaine tranche de financement a également été évoqué lors de cette réunion. Le FMI et le gouvernement malgache travaillent ensemble et partagent le même objectif d'améliorer la vie de la population d'après les explications. Reportage signé Judgal Rajanirin et Andoura Zanjepe. Cette rencontre entre le président Anji Radzouil et la mission de supervision du FMI entre dans le cadre de la deuxième mission de supervision des programmes FEC et FRD. Les priorités du gouvernement malgache et les conditions attendues par le FMI pour le financement que Madagascar a reçu en 2024 ont été évoquées. Dès l'ouverture de la réunion, le président Anji Radzouil a précisé que le gouvernement poursuivra les efforts déployés pour les réformes qui ont été initiées en vue d'améliorer la vie de la population en suivant les 3 piliers fondamentaux du développement. Depuis le début de mon mandat et surtout pour ce second mandat, les 3 piliers sur lesquels sont axées nos priorités sont la valorisation de la capitale humain, y compris l'éducation de qualité pour tous, la santé, l'élargissement de la couverture de la protection sociale, la transformation économique par l'industrialisation à travers plusieurs programmes, mais le pilier du développement que nous voulons mettre en œuvre pour ce début de mandat, de deuxième mandat, c'est la transformation agricole de Madagascar. Et on connaît aussi, on a partagé souvent avec le FMI le problème de la Jirama, parce que, comme vous le savez, on doit subventionner entre 150 jusqu'à 250 millions de dollars chaque année, puisque le coût de la production de l'énergie à Madagascar est encore trop élevé, sachant que le coût de production de l'énergie, c'est dans les 25 à 30 centimes de dollars le kilowattheure. Or, le prix de vente à la population est en général entre 10 et 15 centimes. Donc, dès qu'on appuie sur l'interrupteur, l'État doit subventionner. C'est pour cette raison que nous avons pris comme décision l'accélération de la transition énergétique à Madagascar. En juin dernier, le FMI a pris un engagement majeur en faveur de Madagascar en lui accordant un financement de 663 millions de dollars. Le chef de la mission, Constant Lokengouana, a confirmé qu'il soutient les réformes mises en œuvre par le gouvernement. La réforme que le gouvernement malgache met en œuvre bénéficie au peuple malgache, a-t-il dit, et le FMI partage ses expériences, fournissant un soutien technique et financier. Nous vivons dans un monde de plus en plus incertain et donc la question c'est de savoir quelle est l'approche que le gouvernement de Madagascar adopte face à cette incertitude. Évidemment, les populations sont toujours au cœur de ces discussions parce que ce qu'on perd souvent de vue et même pour notre institution, le Fonds monétaire international, au centre de nos préoccupations, c'est le bien-être des populations. Parfois, on le perd de vue parce qu'on a un langage parfois technique, le budget et ainsi de suite. Mais au cœur de toutes ces discussions, vraiment au centre des discussions, c'est l'humain. Le FMI a accordé un financement de 101 millions de dollars le 26 février dernier. Au cours de la discussion d'aujourd'hui, l'énergie, les hydrocarbures et la Jirama ont été spécifiquement abordés. En effet, ce sont les 3 points inclus comme condition pour le déblocage de la prochaine tranche de financement. Les perspectives sont les mêmes et les 2 parties sont prêtes à continuer à collaborer et la réunion d'aujourd'hui a été encourageante et a répondu aux attentes de la mission de supervision, notamment en ce qui concerne les tâches et les priorités du gouvernement malgache. Ces représentants du FMI sont arrivés à Madagascar le 2 avril et leur mission se poursuivra jusqu'à lundi. Ils étaient également accompagnés lors de cette rencontre avec le président Anji Radzouil par le nouveau représentant résident du FMI à Madagascar, Kojovi Eklou.
En économie, Donald Trump a donné 90 jours à de nombreux pays touchés par l'augmentation des droits de douane sur les marchandises exportées vers les États-Unis. Pour Madagascar en particulier, si l'augmentation à 47% aurait dû prendre effet hier, elle ne sera appliquée que dans 90 jours. Cependant, l'augmentation de 125% des droits de douane sur les marchandises chinoises exportées vers les États-Unis entrera en vigueur immédiatement. Plus de détails avec Ruth Zuchrissel, Rakout Malal. Si hier était la date à laquelle l'augmentation des tarifs douaniers sur les biens exportés vers les États-Unis en provenance d'environ 60 pays à travers le monde devait prendre effet, le président américain Donald Trump a publié hier soir une autre déclaration indiquant que leur application ne sera effective que dans 90 jours. Il a déclaré que des discussions sont nécessaires après les différentes demandes de négociation formulées par de nombreux pays. Cependant, il n'y a aucune pitié pour la Chine, car le taux de droits de douane sur les produits chinois importés aux États-Unis sera immédiatement impliqué, qui est de 125%. La Chine a également annoncé qu'elle augmentera à 84% les droits de douane sur les marchandises en provenance des États-Unis et destinées à la Chine. Pour Madagascar en particulier, les discussions se poursuivront pour permettre l'adoption de mesures commerciales et diplomatiques. Pour Béatrice Chan-Chinyu, l'application de ce tarif de 47% pourrait entraîner des pertes d'emplois et des fermetures d'entreprises. En effet, environ 60 000 emplois seront concernés par cette décision et le secteur textile est le plus durement touché avec 90 000 acteurs. La liste électorale révisée est déjà disponible auprès de chaque Foukountain de l'île selon la CENI. Pour Antananarivo et ses environs, la refonte annuelle de la liste électorale s'est achevée fin mars, ce qui signifie que ceux qui ont 18 ans et plus ont 20 jours pour apporter des corrections et des remarques sur les informations les concernant, ont indiqué les chefs Foukountain. Ces derniers encouragent les résidents à vérifier la liste électorale. Reportage de CE Nouran Irland. Pour le Foukountain de Béourirk, cela fait 13 jours que la RAL, ou la liste électorale annuelle révisée, y est arrivée. Les résidents en ont été formés à travers des affiches. Ils ont été exhortés à vérifier les informations les concernant. Et quant au Foukountain de Béourirk à Batumtsangan, il a informé ses habitants à travers des appels par mégaphone et a mobilisé les habitants à venir auprès du bureau de Foukountain pour vérifier la liste électorale. Selon la CENI, les listes électorales sont arrivées dans tous les Foukountains de l'île et les citoyens ont 20 jours pour éventuellement corriger les informations les concernant. En tourisme, les sites touristiques de chaque région de Madagascar seront mis en avant lors du salon du tourisme qui a débuté aujourd'hui au jardin d'Antananarivo. De nombreuses offres, notamment des réductions, sont proposées par les acteurs du tourisme à tous les visiteurs pour promouvoir le tourisme local. La 9e édition du salon du tourisme durera jusqu'à samedi au jardin d'Antananarivo. Fajesen Emiré sur les images de Yves Janel. Jusqu'à 2 millions, c'est le nombre des touristes locaux à Madagascar. Cependant, le pouvoir d'achat a toujours été un obstacle pour les Malgaches qui souhaitent visiter bon nombre de nos sites touristiques, selon les informations. Néanmoins, le tourisme local connaît déjà une amélioration ces dernières années. En effet, certains Malgaches planifient déjà leurs grandes vacances cette année. La plupart des Malgaches optent pour des voyages organisés. De nombreuses offres à prix réduit sont proposées par les professionnels lors du salon du tourisme à partir de Pâques jusqu'au réveillon du Nouvel An. Il existe également des services dans la capitale. À noter que l'entrée au salon du tourisme, qui durera jusqu'à samedi au jardin d'Antananarivo, est entièrement gratuite. En ce qui concerne les informations météorologiques, les pluies abondantes sont de retour aujourd'hui dans la majeure partie de l'île d'après les prévisions de Météo Madagascar. Des précipitations estimées de 30 mm à 50 mm en 24 heures dans une partie de la zone sud-est et une partie des zones terres centrales, incluant la ville d'Antananarivo. Ces pluies seront accompagnées de grêles dans certaines localités. Météo Madagascar émet un avis de vigilance jaune
Jean Forte Pluie aujourd'hui pour les districts d'Antananarivo, Avarajan, Antananarivo Atsimjan, Anjamas, Mansakanjin, Muramang, ainsi qu'Anus Beanal et Marolamb. Pour Antananarivo en particulier, les risques d'inondation éphémères observés lors des grandes averses et les risques de glissement de terrain sont à nouveau à craindre dans les zones basses. Et le ministère de la Justice prend également part aux opérations d'assainissement de la ville d'Antananarivo dans un esprit de solidarité et de mobilisation collective en vue de la préparation du 5e sommet de la COI. Dès 6h30 ce matin, la grande famille du ministère, conduite par le ministre Rakoudmandibi Benjamin Alexis, s'était déjà rassemblée autour de Pergola d'Antananarivo et du commissariat du 2e arrondissement. L'opération de ce jour n'est qu'un début. D'autres actions suivront. Outre le balayage des rues, tous les employés ont également été sensibilisés à ne pas jeter leurs déchets sur la voie publique. Ensuite, le ministère de l'Intérieur, dirigé par la ministre Radzavlouniaïna Nirintsu, a effectué également hier des travaux d'assainissement collectif. Cette opération a débuté au niveau du rond-point d'Akadimbawok et s'est terminée au niveau du magasin SIDEF. Le chef de district a collaboré avec le ministère de l'Intérieur dans cette campagne d'assainissement, ainsi que le personnel du 4e arrondissement et les chefs Fukuntan qui le composent. Reportage avec Mervoulat Sfiran. Le ministère de l'Intérieur a choisi de commencer les travaux d'assainissement de la ville hier à Kadbawok, dans le 4e arrondissement. Une opération sous la direction du ministre Radzavlouniaïna Nirintsu. Le chef de district, les agents du 4e arrondissement et les chefs Fukuntan de cet arrondissement ont collaboré avec le ministère de l'Intérieur. Selon l'organisation et la répartition des responsabilités entre les départements, le ministère de l'Intérieur est responsable de cette partie d'Akadimbawok. Cette opération d'assainissement a commencé au rond-point d'Akadimbawok et s'est terminée au niveau du magasin SIDEF. Ils ont également procédé à la collecte des ordures, au nettoyage des murs, à l'enlèvement des affiches, ainsi qu'à la peinture des trottoirs. L'objectif de cette action est d'améliorer l'apparence de la ville tout en maintenant la propreté et la santé. Ce n'était qu'un début, puisque la ministre a affirmé que cette campagne d'assainissement se poursuivra. Continuons maintenant sur les actualités internationales. L'Union européenne a suspendu jeudi sa riposte aux droits de douane américains après le revirement spectaculaire de Donald Trump qui a gelé les surtaxes appliquées à une soixantaine de pays, à l'exception de la Chine, désormais isolée dans son bras de fer avec Washington. Le point avec France 24. Il semble inévitable l'effet collatéral de l'offensive tarifaire américaine. Car Pékin va chercher à écouler ses produits ailleurs. Et une zone semble toute trouvée, l'Union européenne. Mais est-ce un gagnant-gagnant? Pour le vieux continent, un afflux de produits chinois menacerait des filières entières, notamment les technologies vertes, la chimie ou encore la santé. Mais c'est comme si l'Europe avait anticipé. Elle s'est dotée d'outils pour se défendre. Pour dissuader les détournements commerciaux, nous sommes prêts à utiliser tous les outils de notre arsenal de défense commerciale pour protéger le marché unique de l'UE, les producteurs de l'Union et les consommateurs de l'Union européenne. Nous commencerons par améliorer notre système de surveillance des importations pour suivre les flux d'importation en temps réel. Lors de son premier mandat, Donald Trump avait imposé des barrières douanières sur l'acier chinois. Les 27 avaient alors mis en place des mesures pour éviter qu'il ne déferle sur son sol. Résultat, depuis 2019, les importations de ce matériau sont soumises à des droits de douane additionnels lorsqu'elles dépassent des quotas. L'UE a aussi instauré une surtaxe de 35% sur les véhicules électriques chinois en 2024. Symbole fort, depuis un an, la Commission européenne a ouvert un nombre d'enquêtes sans précédent contre des produits venus de Chine. Mais alors, quelle sera la réponse des 27 ? Déjà, tout l'enjeu sera de parler d'une seule et même voix. Alors que les États membres ne sont pas tous menacés de la même manière et dépendent à des degrés divers du marché chinois, il va falloir trouver des réponses communes. Ça peut coincer aussi entre l'Empire du Milieu et le vieux continent au niveau des points de vue. Difficile pour la Chine d'assurer être en phase avec les intérêts des 27 alors qu'elle soutient la Russie qui menace la sécurité de l'Europe depuis 3 ans. Mais l'heure n'est pas aux projections.
D'autant que Pékin dit disposer de nombreux outils pour compenser les turbulences économiques américaines. Et très dépendant de la Chine dans la production de ses appareils, Apple est en première ligne face à la hausse des tarifs douaniers décrétés par Donald Trump, de quoi faire flamber la facture pour l'iPhone, déjà parmi les smartphones les plus prisés du marché. Reportage sur les images de France 24. Elles font peut-être partie de votre quotidien. Apple, Nike ou encore KitchenAid. Des marques américaines avec des produits fabriqués en Chine qui pourraient vous coûter plus cher prochainement. Exemple avec un iPhone 16 fabriqué dans des usines chinoises. En appliquant les taxes douanières de 104%, le prix sorti d'usine va doubler de 550 € à 1 122 €. Arrivé aux États-Unis et en ajoutant les marges, le prix de vente augmentera mécaniquement en magasin. Alors, quelles conséquences pour le marché européen ? Difficile d'estimer l'augmentation des prix. Devant ce magasin Apple, si certains sont prêts à dépenser davantage, d'autres sont plus réservés. Moi, si ça va augmenter, je vais l'acheter quand même. Donc, vu que je suis un pro Apple. Vu les prix qui sont affichés, le prochain téléphone, ce ne sera pas un iPhone. Bon, j'aime bien parce que c'est le côté pratique. Mais si je dois partir sur une autre marque, j'irai sans hésiter. Ce New-Yorkais, lui, y voit déjà une bonne affaire. Ce serait une bonne opportunité de l'acheter ici s'il est moins cher, puis de le revendre aux États-Unis. Pour contenir cette hausse des prix, Apple peut actionner plusieurs leviers. L'entreprise américaine pourrait faire produire davantage en Inde, où les droits de douane sont moins élevés, ou revoir totalement sa copie sur les marges. Apple a la possibilité soit de répercuter la moitié, soit de répercuter la totalité des taxes douanières, mais s'ils répercutent que la moitié, évidemment, ils jouent sur leurs marges. En attendant de répercuter ces hausses de prix aux États-Unis, la firme a déjà fait des stocks fin mars, avant l'entrée en vigueur des droits de douane. Et des centaines d'opposants, pour l'essentiel des sympathisants du Parti des Stouriens libres qui revendiquent l'héritage des autocrates Bourguiba et Ben Ali, se sont rassemblés mercredi à Tunis pour défendre les libertés et dénoncer une régression des droits ces 4 dernières années. Reportage sur les images de France 24. Comme vous pouvez l'entendre derrière moi, les manifestants scandent la Tunisie libre. Ils manifestent leur soutien à la présidente du Parti des Stouriens libres, Abir Moussi. Cette opposante politique est en prison depuis maintenant 2 ans dans le cadre de plusieurs affaires. Aujourd'hui, elle dénonce des procès non équitables, selon ses mots, et ses sympathisants réclament sa libération. Et il ne faut plus que le barreau tunisien, les avocats tunisiens soient mouillés et souillés par des affaires politiques enveloppées par des décisions judiciaires. On s'est dit basta, on s'est dit on arrête ce simulacre de procès qui s'enchaîne, qui se répète et qui se ressemble. Un rassemblement réunissant une centaine de personnes a eu également lieu sur l'avenue Habib Bourguiba à Tunis, organisé par le Front de Salut National, une coalition qui soutient les prisonniers dits politiques. Ils ont surtout exprimé leur soutien aux détenus dans l'affaire du complot présumé contre la sûreté de l'État, dont le procès doit reprendre le 11 avril. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, ils sont en grève de la faim pour protester contre la décision du tribunal de les juger à distance, c'est-à-dire par les moyens audiovisuels à partir du lieu de leur incarcération. Aujourd'hui, selon les derniers chiffres de l'ONG Human Rights Watch, ce sont au moins 50 personnes qui sont emprisonnées pour des motifs politiques. Les ONG de défense des droits humains réclament leur libération et la fin d'un système de répression autoritaire, selon leurs mots. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de votre fidélité et tout de suite après, vous allez suivre la série Squid Game. Au revoir à tous.